Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la séquence de consolidation qui se poursuit très tranquillement, d'ailleurs il faut le dire, pour les actions européennes. Une consolidation sans pression baissière, sans relais à la baisse. On peut à peine parler d'un retracement. Le CAC 40 a dû abandonner à peine une centaine de points par rapport à son plus haut récent des derniers jours, qui est venu ponctuer ce rebond de 20% et plus, on le rappelle, pour les actions européennes en 2 mois maintenant. La situation donc semble pour l'instant gelée d'une certaine manière sur les marchés actions en Europe. Sur le marché obligataire, on constate un rallye qui a pris un peu d'ampleur quand même ces derniers jours, avec des taux longs qui ont quand même rendu pas mal de chemin en quelques jours, quelques semaines. Le 10 ans américain s'établit autour de 3,50%, ce qui est à peu près le niveau qu'on connaissait il y a 3 mois en arrière. Et évidemment, les taux européens ont suivi à peu près le même chemin, avec un 10 ans allemand qui s'établit autour de 1,80%. Au moment où on se parle, on aura l'occasion d'évoquer à nouveau les banques centrales et les politiques monétaires. Ça aura été un des marqueurs historiques évidemment de 2022, avec des décisions pour 2023 qui seront peut-être difficiles encore. La séquence Banque centrale n'est pas tout à fait terminée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les prochains rendez-vous d'ailleurs sont dans une semaine, que ce soit pour la Réserve fédérale américaine ou encore pour la Banque centrale européenne. Voilà pour les sujets du moment dont nous allons discuter avec nos invités de Planète Marché. Et puis la nouveauté de cette fin d'année, c'est quand même la réouverture sanitaire en Chine. Peut-être un peu plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer. Quel type de perspective cette réouverture sanitaire en Chine peut-elle ouvrir pour les investisseurs globaux? Là aussi, c'est un sujet dont on parlera dans cette émission et de manière spécifique dans le dernier quart d'heure avec le gérant Action Asiatique de Mansartis qui sera avec nous en plateau, Joachim Jean, sur le thème notamment de la réouverture chinoise. Qui dit réouverture de l'économie chinoise dit consommateur chinois. Dans quel état va-t-on retrouver le consommateur chinois après 2-3 ans de fermeture sanitaire? C'est la question qu'on pourra aborder à partir de 17h45 dans cette émission. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, avec vous, Alix Nguyen, et une consolidation à plat qui se poursuit. C'est une séance à nouveau très calme à Paris. Et le rebond de Wall Street après 5 séances de baisse d'affilée n'y change rien. Comme chaque jour depuis le début de semaine, les prises de risque se font limiter, et ce, à l'approche d'une série de décisions de la part des banques centrales la semaine prochaine. On attend plus précisément celle de la Fed, de la BCE et de la Banque d'Angleterre. Un marché endormi aussi du fait de l'attente de la statistique des prix à la production aux États-Unis demain, avant ceux à la consommation mercredi prochain, soit quelques heures avant le verdict de la Fed. Dans ce contexte, la hausse conforme aux attentes de 4 000 à 230 000 des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis laisse le marché de marbre. Et puis on notera dans les valeurs qui bougent aujourd'hui le titre Total qui permet au CAC 40 justement de tenir autour de l'équilibre. Et sous l'effet du rebond des cours du pétrole liés aux espoirs de réouverture en Chine, ArcelorMittal caracole aussi en tête de l'indice dans le siège de la progression des cours du minerai de fer, là aussi lié à l'espoir d'une relance du secteur de la construction en Chine. On remarque également le rebond d'Airbus après les estimations du directeur général Guillaume Faury, selon lesquelles les années 2023 et 2024 seraient positive pour la demande d'avions gros porteurs. Il s'est cependant montré prudent quant aux chaînes d'approvisionnement. Le titre de Derichebourg bondit aussi. La société a, au titre de son exercice 2021-2022, clos fin septembre, enregistré une hausse de son chiffre d'affaires et de son EBITDA. Elle n'a en revanche donné aucune nouvelle indication au sujet de sa coopération avec Elior.
Et puis on notera à l'inverse le réajustement à la baisse du titre Carmat. L'inventeur du cœur artificiel a lancé hier soir une augmentation de capital visant à financer la montée en puissance de sa production de prothèses. Carmat a levé un total de 31,1 millions d'euros. L'opération a été réalisée au prix de 10,50 € par action, soit une décote de près de 20% par rapport au cours de clôture hier. Et puis un mot de l'agenda de demain et des statistiques qui marqueront cette journée, Alix. La fin de semaine sera un peu plus rythmée. Avant l'ouverture des marchés européens, les investisseurs analyseront les chiffres de l'inflation et des prix à la production industrielle de novembre en Chine. Et puis, comme évoqué précédemment, aux États-Unis, on attend les prix à la production. Et il y aura enfin, côté confiance du consommateur, la statistique préliminaire de l'Université du Michigan. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h, en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est avec nous, le président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Benoît Pelloual de nous accompagner. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Stratégiste chez Vega IM et avec nous également Malik Hadouk. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Le thème, c'est le thème des pivots parce que c'est un thème qui se décline au pluriel. Et le seul vrai pivot qu'on ait à se mettre sous la main en cette fin d'année, c'est celui de la Chine, Malik. Le pivot sanitaire en Chine, qui est d'ailleurs peut-être un peu plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques semaines. Tout à fait. Oui. J'avais parlé ici sur votre plateau de la Chine et j'espérais une ouverture beaucoup plus rapide. J'avais été très contrarié et déçu par le fait que les autorités maintenaient leur politique de Covid-0. Mais bon, l'agitation sociale et problèmes de l'emploi obligent le gouvernement chinois à bouger. Les statistiques aussi des exportations et des importations montrent qu'il est temps d'arrêter cette politique Covid-0 qui leur coûte très très cher et qui ramène la croissance au-delà vraiment du potentiel, au-delà de 3%. Et donc, ce qu'ils annoncent est très bien, même si ça se fait pas à pas, alors qu'on espérait une ouverture beaucoup plus rapide. Ah, vous espériez le côté, on passe de 0 à 1 comme ça Oui. Parce que là, ils annoncent quand même des mesures tous les jours. Tous les jours, oui, mais ils auraient pu le faire. Ouais, Mais c'est la méthode chinoise. Après, que peut-on espérer de la relance économique chinoise ? À mon avis, ça va être les mêmes ingrédients que par le passé, c'est-à-dire relance des dépenses d'infrastructure. C'est le seul levier aujourd'hui qu'ils ont de disponible pour relancer, dans un premier temps, la croissance économique. Et puis les investissements dans les secteurs de haute technologie, puisqu'ils sont barrés aujourd'hui par les Américains qui leur interdisent les exportations de ces matériaux. Donc c'est sur ces deux leviers-là que ça va jouer. Maintenant, il faut se poser la question de savoir quelle est la situation du consommateur chinois avec les problèmes qu'on a connus sur le marché de l'immobilier. Là aussi, ils sont en train de prendre des décisions pour soutenir le refinancement des promoteurs immobiliers. Donc, ils vont prendre, à mon avis, la mesure du problème parce qu'on est encore dans une situation assez difficile sur la partie immobilière. Donc, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. On était investi sur la Chine. Ça nous a fait un peu mal. On en a remis depuis le congrès du Parti communiste. Et nous, on croit vraiment à cette ouverture. Et on croit que ça pourrait être un relais de croissance aussi pour certaines entreprises, et notamment européennes. Eh bien, bien sûr. Mais sur la partie strictement chinoise de l'investissement, donc action chinoise, je crois que le Hang Seng a dû reprendre plus de 30% désormais, depuis fin octobre. Oui, vous dites qu'il y a encore du chemin à parcourir. À court terme, on verra ce qui se passe. Mais vous dites qu'il y a encore du chemin à travers 2023. Il y a encore de la place pour écoutez, c'est jouer ce thème de la réouverture chinoise. Oui, et jouer ce thème de la réouverture chinoise et jouer aussi le thème de l'Asie émergente dans sa globalité, qui devrait aussi bénéficier de cette ouverture progressive de la Chine. Lorsqu'on regarde les valorisations chinoises, elles sont au tapis aujourd'hui. Sur le HSCI, on a des PE de 4,5-5. Ah oui. Bon, c'est vrai que c'est un indice qui est composé de beaucoup de valeurs technologiques qui ont été malmenées par l'ensemble des régulations qui ont été prises. Donc, on ne retrouvera plus les mêmes sociétés qu'on a connues il y a 5-10 ans. C'est une évidence. Mais pour autant, je pense que les Chinois feront preuve d'intelligence pour maintenir quand même des entreprises privées pour amorcer la relance de l'économie.
Bon, sur cette réouverture chinoise, qui est plus qu'une idée aujourd'hui, qui devient une réalité, Benoît, alors, pour l'investissement en Chine, en tout cas pour ce thème-là, qu'est-ce que ça peut impliquer? Et puis, encore une fois, dans le paysage et le schéma macro global qu'on a en tête pour 2023, c'est pas une petite carte, quand même, la carte de la reprise chinoise. Non, c'est très juste. Et c'est d'ailleurs assez rassurant parce qu'à l'issue du Haut Comité, on avait le sentiment que le pragmatisme économique avait disparu. C'était uniquement le dogmatisme politique qui allait compter. En fait, on voit qu'au bout d'un moment, faiblesse économique égale instabilité sociale. Donc, l'outil économique est quand même important. Donc, il y a un retour à un vrai pragmatisme économique qui est rassurant. Justement, effectivement, les chiffres sur le commerce extérieur étaient très mauvais. Il ne faut pas oublier que sur les 9 premiers mois de l'année, en rythme annuel, la croissance chinoise est bien en dessous de l'objectif de 5,5. On est à 3. Donc voilà, la réalité économique est en train de s'imposer. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, attention, ça reste une économie qui est très largement étatisée. On risque d'avoir, nous, on pense, des effets d'aller-retour justement sur ces sujets. Parce que tout simplement, l'une des mesures importantes, c'est la vaccination, notamment des plus âgés. En fait, on est très en retard en Chine par rapport aux autres pays, notamment les pays voisins. Je crois que la population la plus âgée, au-delà de 70 ans, on est vacciné qu'à 40%, je crois, de la première dose. Donc, c'est très faible par rapport aux voisins. On est à 70-80% de vaccination sur ce segment de population. Donc, il faut faire l'effort là-dessus. Oui, il ne peut pas assumer 10 millions de morts non plus, Xi Jinping. Si on regarde la qualité des infrastructures de santé et ce taux de vaccination en retard sur les populations les plus âgées, attention, si l'épidémie est finalement assez dure cet hiver, on peut aussi très vite revenir en arrière aussi rapidement qu'on a ouvert. Visiblement, on a déjà des débuts de saturation hospitalière ici et là, quelques jours après la mise en place des mesures de réouverture et d'allègement des restrictions. Donc, je pense que ce thème de la réouverture, il n'est pas étranger, notamment au retour d'appétit pour le risque de façon générale. Maintenant, encore une fois, attention, vacciner cette population, compte tenu des délais entre les différentes doses, et en attendant d'avoir des vaccins peut-être plus efficaces, ARN, etc., ça risque, d'après les estimations, de prendre 3 à 4 mois quand même. Donc attention, là, on est dans une période on peut aussi assez rapidement revenir en arrière. Maintenant, si on se projette plus fondamentalement, donc oui, ça fait du bien d'un point de vue tactique pour le cycle économique global. Maintenant, nous, on a tendance à penser que le cycle global va probablement être, en tout cas, moins tiré par l'économie chinoise, qu'il ne faut pas l'oublier, l'économie chinoise a un énorme problème démographique. Enfin, c'est une économie qui est très vieillissante. Les effets vont se faire sentir. On a des gains de productivité qui ne compensent absolument pas la perte de population active. Les politiques natalistes, maintenant, entreprises, n'y changeront absolument rien. Ça ne fonctionne pas historiquement. Et donc, cette croissance potentielle a tendance à décliner. On maintient d'autant plus quand les systèmes de santé sont malmenés comme ils l'ont été. Ça a tendance à faire monter le taux d'épargne, qui est déjà très élevé en Chine. Donc voilà, nous, on pense que on est plus attiré par la zone asiatique, en dehors de la Chine, justement, qui profite de ces effets potentiellement tactiques avec des fondamentaux qui sont peut-être plus intéressants. Oui, l'érosion de moyen-long terme de la Chine reste effectivement... Ça reste une histoire centrale. Voilà, ça reste une histoire centrale. Mais sur le court terme, l'idée que la reprise chinoise se fasse graduellement, notamment pour des questions sanitaires, est-ce que c'est pas le meilleur des deux mondes pour nous ? C'est-à-dire, on a quand même un peu de soutien du consommateur chinois devant nous, sans un effet, trop V-shape, trop fort, qui mettrait des tensions peut-être très fortes à nouveau sur le compartiment des matières premières, par exemple. Et c'est particulièrement le cas pour l'Europe, qui est plus exposée justement aux émergents et à la Chine notamment que les États-Unis, dans un contexte où l'euro est très affaibli, où on exporte plus facilement. Donc oui, effectivement, c'est une de ces raisons, à notre sens, qui explique ce rebond des marchés, parce que c'est une bouffée d'oxygène qui est bienvenue à ce moment-là. Maintenant, attention, elle peut aussi repartir aussi rapidement qu'elle est arrivée. Il ne faut pas l'oublier, depuis maintenant plus d'un an, les marchés ont construit une prime de risque politique spécifique sur la Chine, compte tenu des décisions politiques parfois brutales qui ont été mises en place. Donc attention, ça reste quand même une histoire centrale et fondamentale. Bon, sur les conséquences de la réouverture chinoise, et j'imagine qu'il y a des secteurs et des entreprises européennes, on vient de le dire, qui vont en profiter quand même si tout le monde est prudent aujourd'hui sur son exposition en termes de business à la Chine. Ouais, moi je serais quand même beaucoup plus prudent sur la Chine. Je pense que là c'est un peu un feu de paille. Oui, effectivement, l'économie était fermée, en grande partie à cause des restrictions liées au Covid. Ce qui vient d'être dit, on assouplit parce qu'à un moment, les populations n'en peuvent plus. Ça fait 3 ans que ça dure, donc stop, quoi. Ouais. Même tout Xi Jinping qu'il est, à un moment, il est obligé de le prendre en compte. Donc bon, ça, ok. Intéressant parce qu'il a vu quand même...
ça a été un stress test pour lui d'une certaine manière. Il a vu les limites de des restrictions sociales dans le pays. Oui. Il a atteint à un moment des limites. Oui, on pensait que... Oui, on teste toujours les limites. La capacité de tolérance de sa population face à un certain nombre de restrictions, en l'occurrence sanitaires, mais sociales au sens large. Je suis tout à fait d'accord avec ce point. Et ensuite, donc, le business model, pour moi, chinois, il est mis à mal, là, depuis août 2020. Et la réglementation qui a été mise sur les promoteurs immobiliers chinois. Donc il y avait trop de dettes, donc il y avait une soutenabilité de la dette des promoteurs qui était en question et une bulle en plus qui s'était créée. Et donc le gouvernement chinois a décidé d'adresser ce sujet-là. Et en fait, il a appuyé sur le bouton et à mon avis, les conséquences maintenant sont irrémédiables. C'est-à-dire que là, on est en train de dégonfler la bulle immobilière. Or, le PIB chinois, c'est 30% l'immobilier. Le patrimoine des Chinois, c'est 75% l'immobilier. 90% des Chinois sont propriétaires. Donc, autant dire que la question de l'immobilier en Chine est cruciale. Et quand on regarde ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le vieillissement de la population, l'urbanisation, tout ça, c'est derrière nous. Le nombre de mètres carrés par habitant en Chine, c'est 41 mètres carrés, c'est pareil que les pays occidentaux. Donc, en fait, l'histoire de l'immobilier en Chine, elle est, je pense, derrière nous. Et est-ce que la crise immobilière actuelle est structurelle ou conjoncturelle ? Elle est conjoncturelle, là, tout de suite, elle fait très mal, mais on est parti pour 10 années, je pense, enfin, en tout cas, une très longue période de stagnation et où il ne se passera plus rien. Donc, le business model chinois, c'est-à-dire où les autorités locales vendaient des terrains pour financer un peu le business, leur business, c'est fini, ça. Enfin, on le voit bien, les mises en chantier sont en baisse de 38% en septembre. Les prix dans pas des très grandes villes, mais c'est très compliqué de suivre la Chine. Ouais. Il y a des, mais en tout cas, c'est moins 30 quand même à septembre. Donc là, on a quand même quelque chose de majeur qui est en train d'arriver. Et je pense que ça met vraiment à mal le système chinois qui n'y est pas préparé. Il y a le pouvoir politique, on le sait, il est quand même d'une non-transparence et les informations ne remontent pas parce que personne ne veut les remonter. Donc tout ça, mon propos, c'est de dire que si c'était un titre coté, la Chine, déjà, cette année, elle a fait plusieurs profit warnings sur sa croissance, puisque 5,5 en mars, peut-être pas. Là, ils ont dit oui, effectivement, ça sera nettement en dessous. Donc c'est une société qui fait des profit warnings et dont les fondamentaux sont mis à mal. Et oui, on va avoir quelque chose de sympathique à se mettre sous la dent là tout de suite parce que la population ressort, retrouve l'air. Donc malheureusement aussi, c'est pas un très bon air qui respire parce qu'ils ont cette question aussi. Les principaux, le pays qui a le plus souffert quand même de la pollution, c'est la Chine. C'est eux. Enfin, je veux dire, on a tout délocalisé chez eux parce que la réglementation là-bas était faible. Donc c'est les premiers à souffrir. Ils ont des énormes chantiers devant eux et je ne vois pas comment ils peuvent les adresser là rapidement. Et je pense que la Chine va avoir une croissance moribonde pendant les prochaines années, quoi. Donc pour moi, c'est cette histoire de Chine qui tire le monde. Il faut être très très prudent là-dessus et ça a beaucoup d'effets effectivement sur nos sociétés. Donc je réponds finalement après cette longue introduction. Mais là, on aura le temps de voir. Enfin, je veux dire, c'est un déroulement très long. Alors, on pense bien sûr aux valeurs de luxe. Est-ce que c'est les premières touchées par tout ça ? Je ne suis pas certain. Donc, je ne mets pas non plus une énorme alerte sur les valeurs de luxe. Et puis, elles sont énormément diversifiées. Elles ont de quoi rebondir. Mais elles vont quand même être un peu pénalisées. Puis, la corrélation avec la croissance et ce qui s'est passé en Chine ces dernières années était très importante. Donc, forcément, s'il y a des problèmes en Chine, ça va les impacter. Ça, c'est clair. Mais oui, plus globalement, on a quand même des sacrés sujets devant nous par rapport à ce vivier de croissance incroyable. Dit autrement encore, les 30 glorieuses chinoises, je pense, sont terminées. Voilà. Et on va rentrer dans le dur. Et on a vu, chez nous, ce que ça donnait. Le dur, c'est dur. Ça n'empêche pas qu'il y ait cette opportunité dont vous parliez, Malik. Oui, et sur les défis, et notamment l'immobilier, l'avantage de la Chine, j'allais dire, c'est qu'elle a été rigoureuse quand même sur le plan budgétaire, sur le plan monétaire. Elle a quand même des moyens, au moins de court terme, pour piloter
sa décroissance, je ne sais pas comment il faut dire, ou piloter son atterrissage. son atterrissage. Oui, elle a les moyens et elle va le mettre les moyens parce que, comme on le disait, je suis d'accord avec ça, il y a une problématique sociale qui est présente et qui risque d'empirer. Donc il faut trouver des réponses très rapides à cela. Et je pense que le pragmatisme, c'est le bon terme, est au rendez-vous aujourd'hui depuis 3 ans chez les Chinois. Et quand je parle du call chinois, c'est vraiment un call tactique pour justement jouer cette opportunité d'ouverture après que la plupart des valeurs aient été quand même massacrées en termes boursiers. Donc voilà, c'est une opportunité tactique qu'on joue en ce début d'année, fin d'année, début d'année 2023. Cette petite reprise économique chinoise qui ne change pas les trajectoires de long terme, j'entends, est-ce que ça peut nous aider quand même à affronter nos récessions? Quand je dis nos récessions, c'est la récession européenne, la récession américaine que tout le monde attend, qui mettent un peu plus de temps que prévu peut-être à venir, mais ça va être un facteur adoucisseur, je ne sais pas comment le dire, mais est-ce que ça permet de limiter quand même le spectre et le champ des récessions pour les économies européennes et américaines? Ça pourrait donner une bouffée d'oxygène, surtout aux économies européennes, à l'économie allemande en particulier, qui est très exportatrice, très orientée Chine. Alors sur la récession, on attend de voir s'il y a une presque certitude sur une récession européenne, une récession américaine. Honnêtement, j'attends de voir, même si la plupart des grands PDG américains nous ont annoncé une récession sévère à venir. Ils se sont trompés par le passé. Je ne vais pas citer une personne en particulier. Mais oui, c'est une bouffée, c'est un relais de croissance, mais pas aussi important qu'il l'a été par le passé. Ça, c'est une certitude. Mais ça pourrait aussi maintenir à flot les prix des matières premières, parce que les dépenses d'infrastructure, on voit les métaux, les métaux industriels. Voilà. Autant le pétrole, alors est toujours un peu dans le sens inverse, plutôt tendance à aller vers le nord. Autant vers le sud, pardon, mais les métaux repartent. Cuivre, fer, tout ça, ça repart. Encore une fois, dans le schéma macro, la Chine qui repart sur quelques mois, quelques trimestres en 2023, ça nous aide, nous en Europe, à amortir. C'est un amortisseur de plus ou pas forcément? C'est probablement le cas, c'est quelque chose de bienvenu, mais je pense en tout cas que ce sera probablement très insuffisant. Le monde entier a resserré très significativement sa politique monétaire en réalité, et l'impact est probablement beaucoup plus important que, même si on a un effet tactique qui est probablement non négligeable. Et encore une fois, je pense que c'est une des raisons qui a fait démarrer en partie ce rebond des marchés actions. Je pense que ça reste insuffisant pour nous éviter ce scénario de récession. En Europe, la situation est quand même très difficile. La plupart des indicateurs montre assez clairement une contraction de l'activité. Aux États-Unis, effectivement, l'économie est résiliente. Elle prend une trajectoire vers la contraction. Elle est simplement plus résiliente parce que, effectivement, il y a cette mobilisation quasiment historique de l'épargne, parce qu'on a eu une épargne historique constituée. On a une mobilisation historique du recours au crédit, qui sont que des éléments qui ne peuvent pas justement durer. Donc oui, c'est toujours le cas, ça prend peut-être un peu plus de temps, c'est plus résilient aux États-Unis, ils feront peut-être une récession peut-être un peu moins grave qu'en Europe, mais ça reste en tout cas à mon sens le scénario le plus probable. Bon, on pourra y revenir, mais je voulais quand même qu'on dise un mot. Alors, je le mets un peu dans le thème des pivots, et je sais que c'est un sujet pas facile. Mais forcément, c'est quand même l'éléphant dans la pièce, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, pour l'Europe notamment. Je ne vous demande pas forcément d'avoir un avis sur ce qui va advenir de ce conflit, mais bon, il y a deux possibilités. Soit ça s'aggrave, soit ça s'améliore. Et à un moment, la guerre, ça lasse, ça fatigue tout le monde. Machiavel qui le disait, on peut commencer les guerres quand on veut, on les termine quand on peut. Et le temps joue beaucoup quand même dans ces conflits-là. Donc, est-ce qu'il faut avoir une hypothèse de stabilisation, de résolution au moins sur le terrain militaire? Et qu'est-ce que ça pourrait provoquer, en tout cas, comme conséquence économique? C'est très difficile de faire une réponse là-dessus, puisque même si on a, et j'ai envie de dire, une espèce de soulagement de court terme, si on voit une évolution militaire qui aille dans un sens... la problématique, c'est est-ce que tout ça va nous amener à retirer une bonne partie des sanctions qui ont été infligées? Et là-dessus, on peut avoir beaucoup de doutes. En réalité, on est déjà dans un conflit qui a très largement duré, qui s'est pas mal enlisé. J'ai envie de dire, peu importe la sortie, espérons que la sortie sera du côté le plus optimiste possible.
Je pense au final, ça ne changera pas grand-chose. L'Europe est déterminée à s'affranchir de la Russie pour ses approvisionnements énergétiques. Elle est en train de le faire, ça prend du temps, c'est extrêmement douloureux. Tous ces efforts ne vont pas être faits pour rien. Oui, c'est pas une stratégie qu'on remettra en cause si demain on signe quelque chose qui ressemblerait à une armistice ou quoi que ce soit. Est-ce que réellement on va retirer toutes nos sanctions vis-à-vis de la... Non, peut-être une partie, ça pourra être le cas, notamment là où on ne peut vraiment pas se priver. Une logique pragmatique de business s'imposera, mais je doute qu'on reviendra sur la plupart des sanctions qui ont été imposées. Donc peu importe malheureusement l'issue de la guerre, bien évidemment la plus pessimiste et la plus grave aurait des conséquences qui peuvent être catastrophiques en réalité. Mais même si on a une sortie optimiste, je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement le cycle global. Sur cet élément géopolitique, Malik, J'aurais du mal mais à m'exprimer là-dessus. Non, mais l'idée que même une amélioration sur le plan militaire conduirait pas forcément à changer la nature de la course économique pour 2023. Non, je pense pas là-dessus qu'il puisse avoir un changement notable qui amène un peu plus d'optimisme dans ce sens-là. Non, je vois pas, moi, qu'il y ait un changement à la tête du Kremlin, mais un changement total. Oui, non, mais là, c'est de la spéculation. Je ne veux pas vous emmener sur ce terrain-là. Non, je vois pas pourquoi les Européens, les Occidentaux enleveraient leurs sanctions. Même en cas de paix signée entre l'Ukraine. La question, c'est pas tant l'arrêt de la guerre que le maintien du régime de sanctions. Oui, mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a la reconstruction de l'Ukraine. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent pour... Oui, bien sûr. Non, mais c'est... Le problème, c'est ce qui vient d'être dit, c'est que c'est Poutine plus que le conflit en lui-même pour les Européens. Donc, tant que Poutine est là, on ne va pas du tout enlever les sanctions. Je vois que c'est quand même très compliqué. Et puis après, vous avez mentionné soit ça s'améliore, soit ça s'aggrave, mais on peut rester quand même assez longtemps. Malheureusement pour le peuple ukrainien, parce que c'est eux qui souffrent, on est bien d'accord là-dessus. Mais ça peut durer un certain moment. Et les Russes et les Ukrainiens ont montré par le passé qu'ils avaient une patience forte, une longue patience dans des conflits et qui pouvaient accepter des choses qui nous semblent difficilement acceptables. Donc oui, ça peut être plus long qu'on ne pense. Je pense que c'est très compliqué de mettre des scénarios là-dessus. Et puis après, la vie, entre guillemets, la vie économique a repris son chemin. Et les sociétés, on arrive à trouver des solutions. C'est long, c'est coûteux. Là, cet hiver, l'hiver prochain, ça va être difficile. En termes on va demander des efforts aux sociétés, aux industries. L'industrie allemande, est très touchée. Donc, il y a beaucoup de répercussions. Et je pense que ça, c'est parti pour cet hiver et l'hiver prochain, quoi qu'il se passe sur le conflit. Bon, si on en vient, on a déjà commencé à évoquer la Fed, la BCE, les banques centrales. Donc, les décisions en 2023 vont pas être aussi évidentes que ça, quand même. C'était difficile de se dire qu'il fallait monter les taux de 75 points de base. La Fed a pu le faire 4 fois consécutives au cours de cette année 2022. Mais j'allais dire, une fois que la barrière mentale était tombée, c'était assez mécanique. Là, j'ai l'impression que chaque décision méritera quand même d'être sous-pesée, débattue, discutée, que ce sera peut-être beaucoup plus challenging de prendre des décisions là, dans les prochains mois pour la Réserve fédérale américaine. C'est vrai que c'est toujours la dernière hausse de taux, celle de trop, qui change tout, en réalité. C'est le fine-tuning qui est plus compliqué. En fait. Et quand on regarde justement, ce qui est assez intéressant, c'est que les marchés se concentrent toujours sur l'inversion de la courbe des taux, notamment en regardant le 2 ans, 10 ans. Ce que les banques centrales et la Fed regardent, c'est le 3 mois, 10 ans. Et c'était d'ailleurs un argument de dire on peut resserrer notre politique monétaire sans problème. Regardez, c'est pas inversé, c'était pas inversé pendant très longtemps. Bon, il s'avère que là maintenant, même cette courbe-là, elle est très largement inversée. On est quasiment sur un point qu'on n'a pas vu depuis 40 ans en termes d'inversion. Donc là, ça veut dire que effectivement, on est rentré dans le dur. C'est que là, la politique monétaire commence à être véritablement restrictive sur le cycle aux États-Unis. Il faut bien avoir en tête que cette pente de la courbe des taux, elle sert au calcul des probabilités de récession qui sont faites par la Fed elle-même. Donc c'est vraiment un indicateur important. Et donc là, ça veut dire qu'on entre dans le dur. Et c'est pas un hasard, justement, si on abandonne ces hausses de taux de 75 points de base, on passe sur un rythme un peu plus modéré, parce que tout simplement, il faut prendre plus de précautions. Et c'est là où, justement... on considère que le marché, une partie de la hausse du marché, même s'il y a des éléments tangibles, repose... à mon sens, un peu trop sur cette espèce d'illusion du pivot. En réalité, ça me paraît très largement prématuré de jouer ça pour le moment. Ce message a été perçu comme particulièrement dovish,
notamment sur les actions, alors qu'en réalité, le point terminal, il n'a pas spécialement changé. Si vous regardez le taux terminal, il est toujours anticipé dans les taux implicites autour de 5, vers avril-mai, avant de baisser les taux, bien évidemment, mais ça n'a pas spécialement bougé. Et j'irais même plus loin, ça a même moins bougé que lors des précédents discours, notamment qui avaient nourri le rallye pendant le printemps et pendant l'été, qui ont été tous les deux très largement déçus. Donc là, il y a une espèce de décalage, d'après nous, entre l'optimisme qu'on voit notamment côté marché-action et en réalité le message qui est toujours là. Donc oui, on rentre probablement dans le dur. La politique monétaire va continuer de se resserrer, certes à un rythme moins important, mais elle va continuer de se resserrer parce que les anticipations d'inflation des ménages ne sont pas encore complètement stabilisées, que l'inflation spot doit baisser pour justement contribuer à stabiliser ces anticipations, que le marché du travail est encore assez tendu, même si on a des premiers signes de dégradation. Et parce qu'il ne faut pas oublier que le combat contre l'inflation, enfin on l'a oublié avec la période qu'on a vécue au cours de la décennie où ça avait disparu, mais des études montrent que lorsque l'inflation a dépassé les 8%, grosso modo, historiquement, il faut au moins 2 ans pour la ramener à 5 et il faut 5 ans pour la ramener à 2. Donc, effectivement, ça me paraît prématuré de jouer ce pivot. En tout cas, je trouve que les marchés actions l'ont joué de façon un peu agressive, ce qu'on ne voit pas forcément du côté des taux et notamment de ce qui est attendu sur les prochains mouvements de la Fed. Non, mais c'est bien dans les marchés obligataires qu'on voit aussi des anticipations de baisse de taux fin 2023 ou à partir de la deuxième partie de l'année 2023 du côté de la Fed. Et ben justement, et si on voit ça, ça veut dire que même si, encore une fois, l'ampleur de l'inversion de la courbe des taux n'indique en rien la gravité de la récession qui vient, c'est en tout cas un avertissement qui montre qu'il y a immanquablement un passage en récession. Et c'est pas juste un soft landing, quoi. Exactement. Si on regarde le niveau, c'était Bloomberg qui avait fait cette étude assez intéressante. Le niveau actuel, la configuration de la courbe des taux américaine, vous indique que la Fed va grosso modo, c'est à peu près compatible avec une baisse de taux, une fois le taux terminal franchi, de 500 points de base ensuite à réaliser. Ça veut dire qu'on ne s'attend pas véritablement à une croissance zéro, une récession très très modeste. Et encore une fois, la capacité des marchés actions à anticiper ce pivot, ce chiffre est assez amusant, mais depuis les années 50, les marchés actions n'ont jamais anticipé un pivot dovish de la Réserve fédérale. Le point bas du marché n'a jamais précédé le pivot de la Fed. Ça a systématiquement été après les premières baisses de taux, et je ne dis pas arrêt des hausses de taux ou passage à des hausses plus modérées, véritablement de baisse de hausse de taux. Le point bas des marchés actions a toujours été après. Donc, à mon sens, l'histoire n'est pas terminée de ce point de vue-là. Et donc, si je vous écoute et si je regarde le pricing de marché, les premières baisses de taux de la Fed, c'est au deuxième semestre 2023. Et ça veut dire qu'il faudrait laisser passer encore quelques mois pour que le marché action touche son point bas. Donc ce serait quoi, fin 2023, début 2024, qu'on verrait le vrai point bas du marché action? Alors ça, c'est les moyennes quand on regarde historiquement. C'est le playbook historique, quoi. Exactement. Alors il y a toujours des exceptions. Il y a une exception assez notable, c'est dans les années 80, c'est 84, où justement on a eu un pivot de la Fed après une phase de resserrement. Les marchés actions l'ont pas anticipé, mais ont réagi très très vite, quasiment simultanément, etc. Mais on n'avait pas eu de récession à ce moment-là. Donc on va dire que on a évité ce scénario. Mais dans le cadre d'un scénario de récession, oui, c'est malheureusement le message qui est envoyé, qui n'est pas hyper optimiste. C'est un sacré mur devant nous quand même, si il faut se préparer à l'idée que le point bas du marché n'a pas été fait encore en 2022. Moi, je trouve que c'est très pessimiste cette analyse, très très pessimiste. Ce qui a sauvé le marché action, parce qu'on peut s'étonner de la performance du marché action en 2022, dans les conditions qu'on a vécues, hausse de l'inflation, guerre en Ukraine, c'est vraiment les résultats d'entreprise. C'est ça qui a sauvé le marché action en 2022. Avec des progressions de 22% en Europe, 25% en Europe. Ce qui est sûr, c'est que le marché action, lui, n'intègre pas une récession. Ni un soft landing, pour le moment. Le marché du crédit l'a intégré en partie, le marché des actions ne l'a pas intégré. Mais on est surpris quand même par la résilience des résultats d'entreprise et le maintien des marges. On se dit à chaque trimestre, on va commencer à avoir des pressions sur les marges. On va voir les entreprises nous annoncer des pressions sur les marges. On commence à en voir, mais la pression, elle est pas aussi forte qu'on l'avait anticipé. Maintenant, il y a le marché action est très backward looking, vous dites là finalement. Il n'est pas du tout dans l'anticipation. Pour l'instant, il n'est pas dans l'anticipation parce que lui, il anticipe ce que disait monsieur, c'est que lui, il anticipe le pivot. Tout de suite, ce que le marché obligataire a commencé, mais pas totalement. Donc le marché action est plutôt positif sur le pivot de la Fed. Et ce qui a soutenu le marché action aussi récemment dans la hausse qu'on a vue, c'est la baisse des taux réels.
elle a été assez conséquente. Et ça, c'est un élément qui a favorisé la reprise de risque. Ouais. Donc, ce qu'il faut attendre, je pense qu'on aura un premier trimestre qui sera compliqué sur le marché des actions. Premier et deuxième trimestre, parce qu'on va se rendre compte que les estimations de bénéfices n'ont pas été assez révisées. Et que, par exemple, pour le marché européen, on s'attend, juste alors qu'on parle d'une récession beaucoup plus sévère, on s'attend à une baisse des bénéfices de l'ordre de moins 5%. Même si, sur le marché européen, pour une fois, les valorisations intègrent ce niveau de récession. Donc le potentiel de baisse, même si on parle d'un choc énergétique, Donc en relatif, il y a un truc à faire entre... de sortir des États-Unis et d'aller sur les actions hors États-Unis. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe déjà depuis quelques semaines, quelques mois. Oui, mais je pense que ça Mais ce mouvement-là, il peut continuer. Oui, de Ça notre croît. avis. Oui. Non, Alors Benoît et puis Thierry, bien Juste sûr. un dernier mot là-dessus. Effectivement, le playbook historique, il apparaît effectivement très inquiétant. Mais quand on regarde ce qui est actuellement valorisé sur les marchés actions, nous, c'est surtout ça qui nous interpelle par rapport à ce rallye. C'est que grosso modo, vu les niveaux de taux et de primes de risque, aux États-Unis, justement, au-delà de 4000 points sur le S&P 500, on valorise plus de passage en récession. C'est-à-dire plus rien. C'est-à-dire qu'on aurait une croissance des EPS, des bénéfices positive. Donc en fait, il n'y a même pas un moment où l'économie passe en négatif. Et en Europe, c'est très très modeste. Ça nous semble un peu trop optimiste, justement. C'est véritablement une question de valorisation. On dit la même chose, c'est juste la sévérité de la récession à venir et de l'ampleur de la baisse des bénéfices. C'est cette variable d'ajustement qu'on n'a pas, je pense qu'on n'estime pas correctement à l'heure actuelle. Bon. C'est vrai que c'est frappant de voir dans le marché action, Thierry, vous avez la parole, de voir les composantes les plus industrielles, les plus cycliques, et donc aussi les plus value, quelque part, tenir le haut du pavé. Je rajoute aussi, pour l'anecdote, le discours d'une entreprise comme Michelin, je crois que c'était il y a 48 heures, mais qui m'a marqué. Michelin prévoyait un plan de départ volontaire dans ses usines, notamment 2200 personnes. Le plan a été annoncé en 2021 et donc l'horizon était 2024. Au moment où l'Europe rentre en récession, bon, tout le monde est d'accord sur l'idée qu'il y a la récession en Europe, là peut-être pour les prochains trimestres, le groupe dit, en fait, les 1200 personnes, on va en garder au moins la moitié. Parce que nous, il faut qu'on produise et qu'on livre nos clients. On a des carnets de commandes remplis à craquer. Est-ce qu'il y aura un affaiblissement de la demande? Est-ce qu'il y aura un choc récessif, etc. Pour l'instant, nous, il faut qu'on produise, quoi. Oui, les usines automobiles ont quand même été fortement impactées par la crise de la chaîne d'approvisionnement. Mais c'est un soutien énorme quand même d'avoir ce réservoir-là. Oui, la production, elle est pas. On sait que les ventes sont faibles et vont certainement le rester. Mais là, il y a effectivement aujourd'hui, si vous voulez une voiture, pas faire de généralité, mais on vous parle de 2024, voire même un peu plus. Donc il y a une production à livrer. Et puis par rapport à Michelin, je mettrais quand même aussi en face le fait quand même qu'on nous parle presque tous les jours du fait qu'il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée en France. Oui. Et donc, je pense que les dirigeants des sociétés comme Michelin, notamment, qui a quand même la réputation aussi d'avoir une vision long terme avec ses salariés, etc. Donc, est-ce que je les retrouverai, les gars? Mes 1200 gars, là, si je les vire aujourd'hui, donc pas sûr de les retrouver dans 6 mois. Donc ça semble une décision assez rationnelle de leur part. Après, moi, je reviendrai quand même sur la discussion, si vous me permettez, préalable. Je pense que l'inconnu pour l'année prochaine, c'est l'inflation. Voilà. Non, mais c'est en fait. On laissera pas l'inflation avec 2022, vous dites. On laissera pas non, c'est ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, quand on regarde ce qui est attendu par le consensus des économistes, on attend 3,1% d'inflation aux États-Unis au 4e trimestre et 2,8% au premier trimestre 2024. Donc, je veux dire, si c'est bien ça qui se produit, l'inflation, il y aura un pic d'inflation parce que Covid, réouverture, demande. Bon, je pense que les économistes trouveront beaucoup d'explications rationnelles après. Mais si on revenait, si on suivait, alors je mets bien des si, parce que voilà, j'ai commencé en disant l'inconnu, c'est l'inflation. Mais si l'inflation suit cette trajectoire-là, je pense qu'on n'est pas. Il ne faut pas non plus se surinquiéter pour les marchés actions ou tous les marchés. C'est un bon scénario pour tout le monde. Et oui, on va avoir un passage
en termes de croissance à 0, pas très loin de 0. Enfin, aujourd'hui, on attend 0,1 de croissance au 3e trimestre et 0 au 4e trimestre aux États-Unis. C'est à peu près la même chose en Europe. Donc, il n'y a pas des attentes non plus folles. L'inflation redescendrait et les taux longs américains redescendraient aussi on désescaladerait assez rapidement ce qui a été mis en place. Et donc, dans ce scénario-là, je pense que c'est quand même plutôt positif. On va parler de la croissance des sociétés. Enfin, leurs résultats, effectivement, c'est important. On est aujourd'hui, dans les chiffres que j'ai, on est légèrement en territoire positif pour 2023 aux États-Unis et en Europe, mais on n'a pas les fameux plus 10% qu'on attend. Donc les analystes ont quand même déjà fait un gros travail. Et puis, j'ai envie de dire, c'est pas forcément un mauvais moment d'acheter ou de réfléchir aux actions quand les attentes sont basses. Voilà. Surtout si on a un scénario que personne ne peut exclure aujourd'hui d'inflation qui a fait simplement un pic, qui se redégonfle. Les banques centrales ont agi, ont remué tout ce qu'elles pouvaient remuer parce qu'effectivement c'était urgent mais c'est une vraie inconnue, quoi. Aujourd'hui, c'est très compliqué de se prononcer sur ce niveau d'inflation, mais il y a quand même un chemin qui existe et c'est le chemin qui est aujourd'hui dans le scénario des marchés actions, des économies. C'est pour ça que ça tient, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas d'effondrement. Après l'année 2022, quand même, parce que là on arrive en décembre, donc on a quand même eu 52 séances à Wall Street où on a une baisse de -1 ou pire que -1. D'accord. Et la dernière année où c'était arrivé, c'était 2008. Donc de dire que ça a été une année complètement relax sur les actions, ça serait faux. Finalement, c'est vrai que l'atterrissage, on se dit, le CAC, il est à -7 après tout ce qu'on a vécu, parce qu'il y a eu un très très fort rebond, et je pense qu'il n'y avait pas grand monde pour tabler sur ce rebond fin septembre. Donc comme quoi, il ne faut jamais non plus être complètement pessimiste. Voilà, donc on n'est pas si non plus négatif que ça, et à la fin, j'aurais quand même plutôt tendance à écouter ce que nous disent les marchés, plutôt que trop spéculer sur des scénarios qui peuvent être finalement assez vite Vas-y, finis. Pris à revers parce que l'inflation se dégonfle plus rapidement que prévu, tout simplement. Et même l'inflation core, donc je parlais des 2,8, on sera à 2,6 sur l'inflation core aux États-Unis au premier trimestre 2024. Bon, je veux dire, je pense que ça conviendrait bien à tout le monde. Non, c'est un élément très important, c'est vrai, l'inflation, parce que le régime d'inflation qu'on a connu en 2022, en fait, a annihilé toute tentative de diversification sur les portefeuilles. Ah oui. Donc je pense qu'à l'année 2023, à part les pivots, ça sera le retour de la diversification. En fait, aujourd'hui, on a des rendements obligataires qui nous poussent à aller sur le marché obligataire, qui va jouer son rôle de valeur diversifiant, qu'il n'a pas joué le crédit également, parce que les taux de rendement sont attractifs. Et dans le marché des actions, il va avoir des effets sectoriels à jouer beaucoup plus importants et aussi des positionnements géographiques un peu plus marqués que par le passé. Où est-ce qu'on est confortable en termes de positionnement, effectivement? Alors, voilà, il y a des nuances quand même autour de la table. On sent bien que vous n'avez pas tout à fait la même schéma en tête pour les prochains mois, les prochains trimestres. Mais pour conclure avec vous, là, Benoît, effectivement, il faut être défensif, j'imagine, toujours. Plutôt, oui, effectivement, on reste assez défensif, mais je rejoins tout à fait ce qui vient d'être évoqué, et c'est que malgré un scénario, un environnement global qui est quand même pas super radieux, on a quand même de bons espoirs de quitter cette logique de corrélation intense entre tous les actifs. Et c'est en ça où cette année n'a pas été relax, mais une année assez terrible, c'est que les portefeuilles diversifiés ont beaucoup souffert. Et donc là, même si c'est pas un scénario hyper radieux qui se profile, c'est une année peut-être un peu plus normale, je dirais, en termes de fonctionnement des marchés, où notamment la poche obligataire va pouvoir servir véritablement d'amortisseur dans un portefeuille. Et avec, on l'espère, la baisse de la corrélation, ça veut dire un retour à une discrimination peut-être un peu plus efficace entre les actifs risqués. La logique de valorisation sera peut-être un peu plus utile dans une année un peu plus normale. Ouais. Les grands laissés pour compte de ce rallye de fin d'année, ça reste quand même les segments de valeur un peu moyenne et petites aussi, Thierry. Est-ce que justement, ça offre une opportunité d'élargir encore un peu peut-être le spectre pour 2000 C'est trop tôt. C'est trop tôt, mais par contre, je parlais tout à l'heure d'attentes qui ont été revues à la baisse. Alors, il faut savoir que les petites capitalisations comparées aux grandes capitalisations, c'est à peu près 2 fois plus de croissance depuis 2011. J'ai regardé depuis 2011.
On est à peu près à 10,5 pour les petites capitalisations, croissance des résultats, 5,5 pour les grandes capitalisations. Donc il y a vraiment un surplus de croissance pour les petites capitalisations. Donc croissance, normalement, égale progression de la valorisation et du cours de bourse, tout simplement. Donc ça fait sens de regarder les small caps et d'en avoir dans son portefeuille sur long terme. Aujourd'hui, la croissance attendue pour les small caps, alors je parle à l'échelle mondiale, j'essaie de prendre quelque chose le plus large possible, elle est inférieure à celle des larges. On est à peu près en dessous de 2 et un peu au-dessus de 3 pour les grandes capitalisations. Donc, il y a eu un dégonflement de la prime de croissance sur les petites capitalisations, mais ça continue d'être révisé à la baisse. Donc, c'est trop tôt, mais par contre, il y aura une très belle opportunité, je pense, pour revenir sur cette classe d'actifs qui a beaucoup souffert. On est quand même à moins 21% sur le CAC Small. Là, je reviens sur un indice français. CAC Small, moins 21%. CAC 40, moins 7. Donc cette année, alors là, c'est l'année la plus dure, vraiment, c'est pour les gérants. Il y a déjà plusieurs années difficiles derrière nous pour les small caps. Enfin, depuis 2018, c'est déjà beaucoup. C'est un peu plus compliqué pour les. Oui, c'est ça. Non, mais ça laisse l'idée qu'il y aura un moment, vous dites, c'est trop tôt, mais il y aura une opportunité importante pour se réintéresser à ces actifs. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Thierry Leclerc, Alpha Jet Fair Investors, Benoît Pelloual, Vega IM et Malik Hadouk, CPR Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la réouverture de la Chine, le seul vrai pivot qu'on a sous la main, à se mettre sous la main en cette fin d'année 2022, en attendant peut-être les pivots de la Fed et de la BCE pour les banques centrales. Mais la vraie nouveauté quand même dans le paysage des marchés en cette fin d'année, c'est la réouverture sanitaire de la Chine. Nous en parlons avec Joachim Jean qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Joachim. Bonsoir. Vous êtes gérant Action Asiatique et Action Thématique également chez Mansartis. Mais ce qui nous intéresse, c'est donc l'Asie, et qui dit Asie dit Chine, et on a choisi effectivement de se focaliser sur la thématique chinoise. Un mot effectivement de ce pivot sanitaire qui est finalement assez rapide. On l'attendait après le 20e congrès du Parti communiste chinois. Les quelques jours qui ont suivi ont laissé peu d'évidence sur l'idée que le pivot allait se mettre en place. Et puis là, chaque jour, ça semble s'accélérer quand même, Joachim. Oui, c'est une vraie bonne surprise de la part du gouvernement chinois. On l'attendait maintenant depuis plusieurs mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, la population chinoise était la seule qui était sous restriction du Covid. D'ailleurs, on voyait quand même une fronde assez forte de la part de la population chinoise monter. Un ralentissement aussi de plus en plus marqué de l'économie chinoise. Et le gouvernement qui lâche du lest dès le mois de novembre. Et c'est vrai que les stratégistes estimaient un peu ce pivot autour de 2023. Qui arrive aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle puisque le marché chinois avait perdu quand même 60% depuis les points hauts de février 2021. Aujourd'hui, on a un marché qui reprend 30% depuis le 1er novembre. Donc c'est très bon. Et on espère que ça va continuer avec justement des révisions haussières pour 2023 au niveau de l'économie et des entreprises. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui se passe là, le marché est très rapide, toujours, effectivement, 30%, c'est quand même pas rien, même si on vient de 60% de baisse. On parlera de l'investissement concret avec vous, Joachim, mais maintenant, ça ouvre la voie à une séquence. C'est-à-dire qu'il y a une séquence derrière ces premières mesures, il y a quelque chose qui va se mettre en place, graduellement, déjà sur le plan sanitaire. On verra comment se déroule le pivot, parce qu'on peut très vite arriver à des niveaux de saturation hospitalière, des morts qui deviennent peut-être compliqués à gérer. Enfin, bref, c'est peut-être pas une histoire tout à fait linéaire, mais sur le plan économique, là, ça ouvre quand même la voie à une séquence qui va être une séquence de révision un peu positive par rapport au pessimisme qu'on avait accumulé sur la thématique chinoise. Exactement. Alors, ce qu'on va regarder vraiment en détail, ça va être au niveau de la consommation, puisque c'est vraiment l'élément qui a été impacté lors de ce Covid, puisqu'en fait, on voit qu'au niveau du manufacturier, il y avait une demande étrangère qui portait le secteur manufacturier chinois. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça coïncide en fait avec un ralentissement de la demande étrangère. Bien sûr. À penser que le gouvernement chinois
a perçu un peu ce qu'on voit pour 2023 au niveau de l'économie américaine et européenne, s'est dit, écoutez, c'est peut-être le moment pour libérer un peu ce stock au niveau de la consommation qu'on a. Donc en fait, aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a une croissance de la consommation qui est très faible pour la Chine, 0,6%. On va avoir normalement pour 2023 une reprise graduelle, vous l'avez dit, calibrée, je pense, de cette consommation. Mais aujourd'hui, les faits sont là. On s'attend à 5% de croissance du PIB chinois en 2023. Là où on s'attend à des récessions aux États-Unis et en Europe. Donc on voit qu'il y a vraiment un décuplage entre la Chine aujourd'hui et l'Europe et les États-Unis. Et d'ailleurs, ça va être, je pense, la Chine qui sera le grand gagnant de 2023. Hein. Ah oui, c'est vraiment le Joker 2023, là, vous dites. Alors, c'est pas le Joker, je pense, puisque en fait, lorsqu'on regarde les valorisations du marché boursier chinois, qui a perdu 60%, aujourd'hui, on se paye à peu près 10 fois l'année prochaine en termes de BPA. Il faut savoir qu'on vient de 8 fois avant les 30% et que la moyenne à peu près sur les 10 dernières années était de 13 fois. Donc on a encore une marge aussi de manœuvre sur la valorisation pour avoir un marché qui continue de progresser en 2023. On peut se référer aux multiples de valorisation du passé quand on évoque la Chine aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé depuis 2 ans notamment. Joachim, ou est-ce qu'il faut quand même intégrer l'idée qu'il y a une prime de risque politique qu'il faut maintenir malgré tout aujourd'hui? Alors c'est vrai que la prime de risque politique a toujours existé en Chine. Je pense qu'elle perdurera dans les prochaines années. Il y a plusieurs éléments. Il y a bien sûr aujourd'hui le conflit, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors la Chine a décidé de rester assez discrète par rapport à ses liens éventuels avec la Russie. Il y a également le conflit, les tensions éventuelles avec Taïwan. Aujourd'hui, on voit que la Chine craint des sanctions américaines éventuellement en cas d'attaque sur Taïwan. Et puis, il y a aussi des conflits, mais qui sont pas récents avec les États-Unis. Mais on voit une amélioration d'ailleurs sur ces conflits-là. On a eu une rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping qui s'est plutôt bien passée. On a eu les auditeurs américains aussi qui sont venus regarder un peu le compte des sociétés cotées aux États-Unis. Ça s'est très bien passé. Du coup, voilà, on a une petite accalmie sur ce point-là. Il y a une pause dans l'affrontement séculaire Chine-États-Unis qui va continuer, qui montera encore en tension. Mais là, il y a peut-être une fenêtre d'accalmie d'une certaine manière. Voilà, la Chine, c'est la Chine. Il y a toujours des éléments de risque. Aujourd'hui, je pense que les investisseurs vont se focaliser sur la croissance, sur les révisions haussières des BPA des entreprises chinoises. Puis, on a des perspectives à long terme très intéressantes au niveau de la consommation et de la classe moyenne émergente chinoise. Justement, dans quel état on va retrouver le consommateur chinois après 2, voire 3 ans de confinement ou de restrictions sanitaires sévères? Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on anticipe de ces comportements et comment ça se traduit concrètement dans un fonds action asiatique que vous gérez, Joachim? Alors, on a des opportunités à court terme et à long terme. À court terme, ce qu'on va regarder, ça va être toutes les sociétés qui sont plus liées au tourisme, par exemple, puisqu'on va avoir une réouverture à la fois des déplacements entre régions, qui étaient pour le moment encore interdits en Chine. Ça va porter certaines valeurs comme Travel Sky, qui est un peu le Amadeus chinois, donc service technologique aux grandes compagnies aériennes chinoises. Plateforme de réservation, voilà, les choses exactement, simplement. avec une hausse du nombre de vols domestiques et qui sait bientôt des vols internationaux, puisqu'on espère aussi que le consommateur chinois, pour mes collègues européens, américains, va aller dépenser en Europe et aux États-Unis. Et puis à long terme, en fait, il y a des trends assez flagrants. Ça va être par exemple le nationalisme au niveau de la consommation. C'était une volonté du gouvernement depuis 2-3 ans. C'est aussi un sentiment d'appartenance nationale pour cette jeune génération. On voit, il y a eu des boycotts américains, des boycotts chinois. On sent aujourd'hui le consommateur chinois vouloir se retrouver dans sa consommation. Et puis, en fait, le Made in China, c'est plus qu'on avait l'habitude de voir il y a 20 ans. Mauvaise qualité, copier-coller. Il y a des vrais leaders, des vraies marques. Je peux vous donner l'exemple d'Antasport, donc un équipementier sportif. Donc, c'est très peu connu, mais il faut savoir que c'est le 3e équipementier sportif au monde, derrière Nike et Adidas. Et aujourd'hui, en fait, on voit que des sociétés chinoises comme Antasport, en fait, arrivent à reproduire les stratégies marketing des plus grands en faisant des sponsorships énormes avec des stars du sport.
qui attire le consommateur chinois. C'est quand même... Alors, tant mieux quand on est sur le marché asiatique comme vous, Joachim, parce que ce sont des opportunités nouvelles d'investissement, effectivement. Mais pour ceux qui sont sur des marchés américains ou européens, c'est quand même une fragilisation énorme des modèles ou des trajectoires qu'on pouvait avoir en tête pour de grandes marques qui reflètent le savoir-faire européen, français ou américain. C'est-à-dire, quand on veut jouer le consommateur chinois, il va falloir être de plus en plus attentif aux entreprises qu'on sélectionne, parce qu'en face, il y aura toujours une marque concurrente chinoise qui, à un moment, aura peut-être l'avantage, y compris auprès d'une nouvelle génération de consommateurs chinois. Vous avez raison, Grégoire. Mais écoutez, en fait, le gouvernement chinois l'a compris aussi. Aujourd'hui, on estime la classe moyenne chinoise à peu près à 50% de la population chinoise, du coup à peu près 700 millions de personnes. C'est un stock de croissance inestimable. On voyait la Chine auparavant un peu comme l'usine du monde. On voit que ce n'est plus forcément le cas. Donc la Chine va trouver ce relais de croissance dans la consommation. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les entreprises internationales ? Bon, il y a toujours, on voit des éléments flagrants, par exemple dans le luxe, c'est-à-dire que là, on va avoir du mal à trouver des concurrents chinois qui vont concurrencer du LVMH. On peut le voir également. Alors, c'est un peu moins le cas, d'ailleurs, c'est intéressant dans l'automobile. C'est vrai que la premiumisation de la consommation en Chine faisait que pour avoir ce sentiment d'appartenance à une classe plutôt aisée, on allait acheter des voitures allemandes. Aujourd'hui, par exemple, dans l'électrification de la voiture, BYD, qui est un géant chinois de l'automobile, a pris la place de numéro 1 mondial en termes de volume dans la production de véhicules électriques et croît beaucoup plus que Tesla aujourd'hui en Chine. Donc voilà, il y a certains sous-secteurs où je pense qu'il y a des éléments de risque pour les sociétés étrangères. Et puis, voilà, dans le luxe, je pense qu'il y aura toujours ces gérants européens qui arriveront. Je ne sais pas, on verra. À prendre la part du gâteau. Ouais. Je me souviens à une époque, Hermès qui avait créé sa marque chinoise. C'était il y a déjà quelques années pour anticiper peut-être effectivement une montée du nationalisme chinois, y compris dans le secteur du luxe. Juste un mot pour finir. Quel est le poids de la Chine aujourd'hui dans le fonds Action Asiatique que vous gérez, Joachim, pour donner une idée de ce que ça peut... quel type de moteur ou de driver vous anticipez là? Alors, il faut savoir que les actions chinoises sont assez prépondérants dans les indices asiatiques, autour de 30-40%. Nous, on a fait le choix d'être surexposé à la Chine, à hauteur de 50%, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'avec ces niveaux de valorisation-là, cette baisse de marché et les perspectives de croissance pour 2023, on devrait avoir un bon rendement sur cette classe d'actifs. Merci beaucoup Joachim. Joachim Jean qui était avec nous en plateau pour ce thème asiatique, chinois même, tourné sur la consommation, le consommateur chinois qui sera un élément clé du schéma global qu'on peut avoir en tête pour 2023. Joachim Jean, gérant action asiatique et gérant action thématique chez Mansartis, qui était l'invité du quart d'heure thématique ce soir de Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.